Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une émission dans laquelle on passe en entrevue des gens afin d'en apprendre sur leurs projets ou découvertes reliées à l'ingénierie. Donc aujourd'hui, c'est l'épisode 2 sur les parcours d'AGV Holonom avec M. Cédric Godin. La semaine dernière, j'ai publié l'épisode 1 sur le BioGenius, qui est un projet d'exosquelette. Donc si vous n'avez pas écouté ça, allez écouter, c'est vraiment intéressant. Et aussi, j'ai publié l'épisode, ce que j'appelle l'épisode 0 sur le First Robotics Competition qui était avec M. Pierre-Luc Payeur. C'est justement Pierre-Luc qui m'a référé à Cédric aujourd'hui. Donc, salut Cédric, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Comment ça va? Ça va bien. D'abord, bonjour Émile, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir d'avoir la chance de parler des choses qui nous passionnent. Ouais, il n'y a aucun problème. Ben oui, certainement. C'est intéressant. C'est ça, c'est important, là. Une des raisons pourquoi ça me tentait de partir sur ce petit projet-là, c'était pour parler des petits projets de ben, je ne veux pas dire des petits projets, mais les projets de maîtrise et de doctorat qui, on va se le dire, là, il y en a vraiment beaucoup. Puis des fois, il y a des trucs vraiment intéressants qui se font découvrir, puis on n'entend pas beaucoup parler. Fait que c'est un peu le but, c'était de mettre la lumière sur ça. Fait que toi, Cédric, en tant que tel, tu as un background en génie électrique, c'est ça? J'ai un background, je dirais, officiellement en génie électrique. En pratique, je dirais, le milieu et la fin de mon parcours universitaire, je me suis orienté un peu plus vers l'aspect programmation, mais je dirais plus le volet mathématique ou algorithme de la programmation, pas nécessairement juste écrire le code. Mais j'ai toujours été un peu sur la ligne, puis c'est pour ça que j'ai abouti en robotique, parce que justement, c'est l'interaction de tous les domaines. Est-ce que c'est quelque chose que tu commençais à aller plus vers la programmation, justement vers la fin de ton bac en génie électrique, puis pendant ta maîtrise? C'est-tu quelque chose que tu as découvert pendant que tu le faisais ou justement après avoir terminé? J'ai commencé surtout à programmer, en fait, au cégep. Quand j'ai commencé l'université, ça a été mis un peu de côté parce que le début du baccalauréat était plus en électrique. Vers le milieu est apparue plus la notion du contrôle, puis c'est vraiment là que je suis tombé dans le bain de on prend un équipement, une machine, un véhicule, et on le rend capable d'accomplir des choses de façon autonome. Et j'ai un peu découvert que l'outil qui permettait ça, c'était la programmation. C'est ce qui passait vraiment du matériel à quelque chose qui a une certaine intelligence. Je ne dirais pas intelligence artificielle parce que ça, c'est un autre domaine. Puis je veux dire, j'ai pas encore touché à ça, mais j'ai l'impression que ça va s'en venir éventuellement. C'est justement une question que j'allais te poser. Tu sais, on sait que l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui grossit d'année en année. Puis, fait que je suis content que tu as répondu à ma question avant même que je la pose. Excellent. Euh, donc, toi, en tant que tel, de ce que je comprends, tu as gradué de l'Université de Sherbrooke. C'est bien ça? Oui, exact. Fait que là, après, ben, en fait, pendant, tu sais, je l'avais mentionné là, dans le premier épisode, l'Université de Sherbrooke ont des programmes en ingénierie, en génie de coop. Je ne sais pas si c'était sûrement aussi le cas pour toi quand tu y étais. Fait que, tu sais, de faire beaucoup de stages, OK? C'était quoi un peu les stages que tu as faits, si tu peux en parler? Oui, très brièvement, j'étais allé explorer un peu deux domaines. Donc, j'étais allé en industriel. Donc, je me suis promené à Bromont, dans le coin de Boisbriand. Donc, j'ai fait chez IBM, chez Kinova en robotique. Mais j'ai aussi eu la chance de faire deux stages plus de type recherche au laboratoire où j'ai fini par faire ma maîtrise. Donc, ils ont réussi à m'attraper puis à me garder un autre 2 ans après. Ouais, OK, fait que fait que c'est intéressant, tu as fait tes stages en recherche après les stages dans le domaine privé. Qu'est-ce qui, justement, tu dis, ils ont réussi à te garder. Et si tu peux en parler, c'est quoi qui a fait en sorte qu'après avoir travaillé dans le privé, tu as décidé de rester plus dans l'académique pour tes stages? C'était-tu le projet en soi ou peut-être autre chose? Il y a eu le projet. Il y a eu aussi que personnellement, je voulais aller chercher encore d'autres compétences académiques, comme dans le baccalauréat, on touche à 64 domaines différents. Donc, je voulais me spécialiser un peu plus dans un ou deux domaines. Donc, je voulais continuer de faire des cours en parallèle. Donc, dans mon cas, ça n'a pas été l'aspect académique, ça a été poursuivre mes connaissances. Le projet était le fun. Puis en plus, là, il y avait une belle occasion c'est un projet de maîtrise qui était en partenariat avec une entreprise. Donc, ça allait aboutir à du concret. Puis je dirais, dans le fond,
c'était de l'académique, mais des fois, on voit l'académique comme dans une tour d'ivoire très déconnectée de la réalité. Bon, là, les gens des relations humaines de l'université vont m'aimer parce que je vais prêcher ma paroisse. À l'université, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de combattre. Et il y a beaucoup d'interactions entre l'université et les entreprises. Donc, je trouvais que c'était vraiment une belle association qui me permettait d'aller chercher ce que je voulais, puis de faire quelque chose qui pouvait ne bouger un temps soit peu mon domaine vers l'avant. C'est super, ouais. En tant que tel, justement, fait après ta maîtrise, de ce que je comprends, justement ta maîtrise, on pourrait peut-être commencer à en parler là, sur les AGV autonomes. C'était justement en collaboration avec Inogec, c'est bien ça? Oui, Inogec. Fait que là, après ta maîtrise, de ce que je comprends, tu as commencé à travailler là full-time, c'est bien ça? Même pas, c'est pas faute qu'ils ont essayé, mais finalement, après ma maîtrise, je suis allé travailler. En fait, c'est une PME qui a été démarrée à Sherbrooke par un de mes professeurs d'université. Puis j'ai quitté la terre ferme pour maintenant aller faire des véhicules autonomes dans l'espace. Donc, OK, ouais, là, c'est ça. Je sais pas. Je sais qu'on va en parler dans les AGV, qu'il y a un aspect de levée, mais j'imagine que dans l'espace, ça ajoute une coupe de degrés de liberté de plus, là, en permettant de tourner. Ouais. c'est exactement ça. Ma maîtrise avait 3 degrés de liberté. Maintenant, j'en ai ajouté 3 de plus, mais au final, les principes de base restent les mêmes. Wow, fait que là, OK, fait que là, des projets dans l'espace, cette PME-là, par la suite, est-ce que tu es allé travailler ailleurs ou tu es encore là à ce jour? Je suis encore là. Puis jusqu'à maintenant, j'aime bien ça. Je te souhaite la meilleure continuité là-dedans. Là. C'est vraiment intéressant. Là. C'est quand on parle de. Ben, en tout cas, moi, personnellement, quand je me suis enligné vers le. Moi, je suis en génie mécanique, puis quand je regardais au secondaire dans quoi je voulais aller, j'étais tombé sur une page d'un petit livre, un petit livret qui parlait de génie aérospatial. Finalement, je me suis rendu compte que la mécanique et l'aérospatial avaient beaucoup en commun. Fait que c'est pour ça que je suis allé vers la mécanique. Fait que bon, le spatial, c'est un sujet qui en fait triper plusieurs, là, on ne va pas se le cacher. Fait que les AGV holonomes. Fait que le sujet de ta maîtrise, toi, si je comprends bien, puis tu vas pouvoir me corriger si je me trompe à tout moment, puis j'imagine que je vais me tromper quelques fois parce que c'est un sujet qui va quand même. Bon, je l'ai lu brièvement, j'ai lu le résumé de ta maîtrise, ça va quand même dans le détail. Euh, c'est un autre domaine pour moi que ce dont à quoi je suis habitué. Fait qu'en tant que tel, toi, c'était la planification des trajets pour un véhicule automatique. Exactement. OK. Fait que, est-ce que tu pourrais me parler un peu, c'est quoi en tant que tel, là, il y a le terme AGV que j'arrête pas de parler depuis tantôt. Fait que c'est quoi en gros un AGV? Oui, on va remonter à ce qu'un AGV. Et pour ça, il faut remonter en 1950 parce que le terme AGV, c'est vraiment vieux. Et en anglais, c'est un Automated Guided Vehicle, donc un véhicule guidé automatique. Et à la base, c'est un engin de manutention pour déplacer des charges de manière autonome dans une entreprise. Ou il y en a ça peut être utilisé dans un port, dans un entrepôt d'Amazon, un peu n'importe où. Donc ça, c'est pour la partie AGV. Maintenant, depuis les dernières années, ça a évolué. À l'origine, ça allait suivre un câble qui pouvait être enfoui dans une dalle de béton ou une ligne qui était peinturée avec des capteurs optiques très de base. Donc, ça arrivait à une intersection, ça tournait à gauche, à droite, si c'était un système plus intelligent. Sinon, c'était avance, recul. C'était comme un train, pas de rail, finalement. OK. C'est pour ça que tu dis dans les années 50, là, tu dis c'est là que vient le Oui, terme. Là. oui. Fait on comprend que c'est très, comparé à aujourd'hui, ça devait être très, peut-être pas archaïque, là, mais C'était de base. Dans la revue de littérature, je suis tombé sur des articles qui en présentaient, puis c'était, disons, on n'était pas loin des premiers ordinateurs. Donc, les choses ont évolué beaucoup. Maintenant, je vais ajouter un terme, donc planification de trajet pour AGV autonome à parcours libre. Le parcours libre vient du fait que je parlais qu'on avait des câbles ou des lignes. Parcours libre, maintenant, il détecte où il est, et en fait, on lui dit où est-ce qu'on veut qu'il se rende, et il va utiliser des capteurs à bord, donc surtout des capteurs laser qui créent comme une carte soit 2 ou 3 dimensions de son environnement et des caméras pour cartographier son environnement, savoir il est où et se rendre à destination. Donc, ça va lui permettre, par exemple, s'il y a une allée de bloqué, il va passer par un autre chemin.
éviter une caisse qu'on aurait laissée traîner. Ce qui est un grand avantage au niveau des entreprises qui maintenant n'ont pas à prévoir toutes leurs lignes au sol. Puis là, on a changé la machine de place, il faut tout refaire le setup d'AGV. Et oui, non plus, tu n'as pas besoin de prévoir que le câble se déplace au sol, puis tu peux t'envarcher dedans. Je ne sais pas si ça, c'est un autre aspect qui doit les aider. Le câble était heureusement juste comme sous la surface. Donc, c'était le gain par rapport aux anciens systèmes avec des rails, mais c'était quand même faire un changement, t'ouvrais la dalle de béton. Ça, c'est libre. Puis, si on finit avec Holonome maintenant, ça, c'est comme le nouveau gadget là, qui est bien excitant dans le domaine. C'est qu'historiquement, un AGV, c'est un peu comme une voiture. Donc, ça avançait, ça reculait, ça tournait. Maintenant, autonome, c'est simplement, ça peut se déplacer dans toutes les directions à la fois. Donc, on pense qu'on est passé d'un panier d'épicerie à une chaise à roulettes de bureau. Donc, il y en a un des deux qui est beaucoup plus agile. Donc, pour manœuvrer, par exemple, dans un entrepôt, pour aligner un dispositif qui va ramasser une palette, pour reprendre la palette, pour ça, s'enligner puis continuer son chemin, ça a un gain énorme d'espace qu'on n'a pas besoin de prévoir des espaces dégagés pour les virages. Fait que si je comprends bien, c'est l'aspect d'omnidirectionnalité, c'est ça? Si c'est un mot, là? Oui, omnidirectionnalité, c'est effectivement un mot. Puis c'est surtout là-dessus que j'ai travaillé, en fait, de prendre un logiciel qui existait déjà dans l'état de l'art, qui était assez efficace pour un véhicule. euh, je vais rajouter un autre mot dans le bain, donc un véhicule qui était différentiel, donc avec une roue à gauche, une roue à droite, là, pensé comme un tank. Euh, Sauf que là, ben, lui, il n'y avait pas l'option de se déplacer latéralement vers la gauche ou de juste se déplacer en diagonale. Donc, c'est ce degré de liberté de plus un peu, en appliquant l'état de l'art à l'AGV autonome, ben, ça faisait qu'il ne savait pas trop par où regarder, là. Il avançait un peu en oscillant ou il faisait juste... Voir, c'est un robot qui est rectangulaire de la taille d'une voiture, en fait. Et de voir ça s'en aller un peu à 45 degrés vers toi en oscillant de gauche à droite pour quelqu'un un humain dans l'entrepôt, c'était un peu stressant. Donc, ça faisait partie de la problématique introduite avec ce nouveau type de véhicule-là. Avec autonome. OK, donc l'objectif, fait qu'en même temps, j'imagine que ça aide à sauver dans le temps, probablement, sauver dans l'espace que tu as mentionné, l'aspect autonome, là. Oui, c'est un aspect d'espace en temps pour les manœuvres qui peuvent être plus efficaces aussi. Puis de là découlent des avantages pour, je dirais, l'aménagement physique des milieux de production, là. Je savais pas. Moi, j'ai regardé le vidéo. Je vais le poster d'ailleurs avec les liens que je vais mettre de l'entrevue. Tu as dit que c'est gros comme un char à peu près? J'avais comme vraiment pas cette impression-là. L'entreprise Inogec maintenant sont en train d'étendre vers d'autres modèles, mais celui sur lequel je travaillais a la taille d'une voiture environ. Et même quand on faisait des tests, on a eu un volontaire qui a embarqué sa voiture dessus, là. Donc, c'est un engin qui est assez gros, là. On voit souvent l'image du petit robot mobile, là, style un Roomba ou un autre aspirateur robot. Mais là, c'est vraiment quelque chose d'imposant, d'où les contraintes de, même s'il ne frappe pas d'obstacle, on veut qu'une personne qui le regarde se déplacer va avoir confiance qu'il ne frappera rien parce que sinon, le doigt va shaker proche de l'arrêt d'urgence, là. Ouais, ouais, c'est clair, avec toute la masse que ça soulève. Puis justement, l'objectif de ça, en tout cas, du moins du vidéo que j'ai vu, c'est de soulever des charges. C'est tout ça, c'est d'assister les opérateurs, assister dans l'entrepôt pour qu'on ait éventuellement plus besoin. Exactement. Donc, c'est ça. Ça va être soit du transport de palettes ou même des fois, on va penser, on fabrique des un système de climatisation ou même une châssis de voiture qui doit passer de station d'assemblage à station d'assemblage ou un rack de pièces qui partent de l'aire de peinture qu'il faut que ça en aille dans l'aire de séchage. Oui, tu peux mettre quelqu'un qui va transporter ces racks-là à la journée longue, mais il n'y a pas de valeur ajoutée à ce que ce soit un être humain qui fasse ça. D'où l'intérêt les humains sont très bons à dextérité fine, résoudre des problèmes, on va les faire ça. Puis juste promener du matériel dans l'entrepôt, utilisons des véhicules automatiques. Ouais.
OK. Là, ça m'amène maintenant à l'aspect du ROS qui est mentionné souvent dans ta thèse de maîtrise, de Robotic Operating System. Puis ça, c'est intéressant. Peut-être que je me trompe. De ce que j'ai compris, quand on s'est parlé au début, tu m'as parlé que ta maîtrise, il y avait un aspect ton programme, il y avait un aspect de open source à ça, que c'était libre à tous. Est-ce que c'est bien ça qui est relié au Robotic Operating System ou c'est quelque chose d'autre? C'est relié. En fait, d'abord, ce qu'on va appeler, on peut l'appeler Rust, son petit nom, le, le système d'opération robotique, mais finalement, ça n'a pas grand-chose de système d'opération. Il ne faut pas penser que c'est un genre de Windows pour robots. Mais en fait, c'est un ensemble de librairies et d'outils logiciels qui sont disponibles en libre, donc un code ouvert, qui sont axés pour le développement robotique. Et l'idée, c'est que les interfaces entre les logiciels sont standardisées et ça permet de mettre différents bouts de logiciels en réseau pour que finalement, intégrer n'importe quel type de LIDAR, par exemple, on le branche et un LIDAR, ça publie un message de type LIDAR. Un planificateur de projet, ça va avoir des types, un service qu'on lui demande, OK, j'ai besoin d'un trajet, il te répond avec un trajet. Et en recherche robotique, c'est très utilisé pour cette facilité-là de collaboration, de pouvoir s'échanger des morceaux. Et si le morceau que tu as besoin existe déjà, tu le prends et tu l'utilises, puis après ça, tu ajoutes tes propres blocs pour ce qui manque. Et dans le fond, moi, c'est ça que je suis allé faire. Je suis allé modifier un bloc existant pour le rendre plus adapté à un AGV autonome. OK. Fait que c'est ça, c'est comme des modules, un peu comme des grosses fonctions qui le plus possible facilitent dans le fond, le messaging pour dire ça, c'est ton entrée d'information, ça, c'est ta sortie d'information. Comme ça, n'importe qui peut mix and match les modules existants puis les fonctions que les autres utilisateurs ont partagées sur cette librairie-là. Exactement. Et maintenant, ça a été assez populaire que c'est en train de se développer pour le milieu industriel. Il y a même une version Rust 2 qui est en chemin. Là. Ça fait longtemps qu'ils disent que c'est en chemin, mais qui promet, par exemple, d'avoir des technologies d'encryption plus adaptées au milieu industriel ou du temps réel, puis des choses comme ça. Et c'est un des rares cas où le principe au lieu de chacun travailler de notre côté, utilisant une interface commune, ça a marché relativement bien. On sait que des fois, il y a 15 standards, on va en faire un nouveau meilleur, puis maintenant, il y en a 16. Dans les cas de Rust, dans la recherche en robotique, on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc, c'est un beau succès, je trouve, de la communauté de la recherche. Ben oui, c'est vraiment incroyable. C'est le fun de voir justement que tout le monde tend vers un genre de standard commun euh, qui est facile d'utilisation, puis comme tu as mentionné, là, il n'y en a pas 10 000. Là. C'est facile d'aller vers ça. Puis en plus, quand tu es dans la robotique, qui est un domaine pas encore vraiment en développement, ben, c'est vraiment le fun de voir ça. Fait que maintenant, peut-être qu'on peut. Je switcherais vraiment à ton projet en tant que tel, excuse-moi, à ta maîtrise. Tu sais, tu as parlé que tu avais fait des stages en recherche. Est-ce que quand tu as commencé vraiment ta maîtrise, tu avais déjà quelque chose qui avait déjà été commencé par rapport à ce projet-là? Est-ce que tu partais de où, dans le fond? Dans le fond, moi, quand je suis arrivé, la collaboration entre le laboratoire de recherche et Inogec était déjà entamée. Et dans le fond, je dirais que je suis arrivé dans un véhicule qui était l'état de l'art de la navigation dans Rust. Donc, la partie cartographiée et localisée, c'était déjà fait. En fait, ça a été développé par un autre étudiant du laboratoire. Et il y avait la portion navigation disponible à ce moment-là dans Rust. Et c'était dans l'état dont je mentionnais un peu au début, qui était très adapté pour des robots différentiels, ronds ou carrés. Et là, on avait un robot qui était omnidirectionnel rectangulaire et ça faisait que des fois, il n'était pas dans le bon sens ou il arrivait au bout du corridor, puis fallait qu'il se tourne avant de rentrer. Puis là, il n'y avait pas d'intelligence de reculer, se retourner de bord puis revenir. Donc, je suis parti de l'état de l'art de ce qui existait
dans Rust pour la navigation de robots. Fait que comme tu as mentionné, OK, c'est ça. Fait que là, tu es parti de ça et tu es allé modifier certains modules. Je sais que tu en as ajouté un nouveau. Fait que moi, j'avais noté dans mes trucs 3 aspects à ta maîtrise. Fait que premièrement, établir un planificateur global pour la direction. Après ça, un planificateur local pour les besoins spécifiques des AGV autonomes. Et puis troisièmement, une question de test, fait que simulation et l'interface cet AGV-là. Fait que, est-ce que tu es capable peut-être de nous faire un résumé de ces 3 phases-là? Planificateur global, quand je l'ai lu, local, le deuxième, je comprenais, je pense, quand même bien, mais le premier, j'avais un petit peu de difficulté à comprendre. Oui, donc le planificateur global, il faut le voir un peu comme, je dirais, l'architecte de la planification du trajet. C'est lui qui va avoir connaissance de la carte complète et son travail, c'est de générer le trajet à haut niveau en tant que tel. Donc, on peut penser un peu si, j'aime me référer à un déménagement. Donc, si notre mission aujourd'hui, c'est d'aller déménager un sofa de Sherbrooke à Granby, ben, le planificateur global, ça va être un peu notre Google Maps dans cette histoire-là. Donc, c'est lui qui sait par où on s'en va et nous dit, ah ben, il faut que tu passes par telle rue, telle rue, telle rue. Bon, si on le ramène, puis je vais finir l'interface du global puis du local, puis je vais revenir un peu plus précisément dans chacun des deux après. Et le local, ensuite, selon le trajet, ben, c'est vraiment lui qui va commander le véhicule pour suivre le trajet du planificateur global. Donc, lui, il n'a pas la carte complète, il voit juste qu'est-ce qui est autour. Donc, c'est lui qui sait vraiment, qui reçoit les mesures des lidars, par exemple. Donc, c'est les lasers qui détectent les obstacles et qui va aller calculer la vitesse des roues pour suivre le trajet. En fait, je dis vitesse des roues, ce n'est pas tout à fait exact. C'est la vitesse du véhicule qui est ensuite traduite par le véhicule en vitesse de roue pour les suivre. Mais c'est lui qui va dire avance, recule, gauche, droite, glisse-toi à gauche, glisse-toi à droite. Fait que cet aspect-là d'omnidirectionnalité, le beau mot que j'ai utilisé tantôt, que je n'étais pas sûr, puis qu'on a vérifié dans le dictionnaire, puis que c'est un vrai mot, cet aspect-là, c'est vraiment le planificateur local. Oui, et je dirais, dans Ross, c'est comme ça que c'était fait. Le planificateur global, à l'origine, il générait des coordonnées en XY. Et après ça, le planificateur local, euh, c'est lui qui devait suivre ces coordonnées-là en évitant les obstacles. Par contre, le problème que ça introduit, je reviens à ce que je disais un peu avant, puis à mon déménagement. Si maintenant on est rendu à Granby, puis là on essaie de monter un sofa dans l'escalier, si on n'a pas en tête le plan de l'étage, ça se peut qu'on rentre dans un sens, puis rendu au bout du corridor, on se rende compte qu'il fallait le tourner avant, parce que c'est là qu'on avait la place. Puis c'est là que la clé de ma maîtrise se trouvait au niveau du planificateur global. C'est que maintenant, au lieu d'avoir seulement des points en 2 dimensions XY, je suis venu ajouter une orientation. Donc, il y a un angle. Donc, il faut que tu sois à cet endroit-là, mais que tu regardes par là. Parce que plus tard dans ton trajet, tu n'auras pas la place pour te tourner. Ou tu es dans un espace vide, ben enligne-toi de l'avant, tes roues vont s'user moins, puis les gens autour vont être moins suspicieux que tu es en train d'être planté ou de faire quelque chose de bizarre. Donc, ça a été l'ajout au planificateur global. Fait que c'est vraiment ça, OK. Fait que comme tu dis, c'est la clé. Fait que vraiment, les rotations, c'est ça, s'enligner, rentrer dans des corridors plus étroits. Puis tout ça en s'adaptant, comme tu as dit tantôt, aux humains qui peuvent entrer dans le chemin ou puis justement pour les protéger. Là. Fait que si quelqu'un, mettons que tu avais planifié une route, puis là, quelqu'un vient se foutre en plein milieu de la route, les lidars vont le détecter, puis est-ce qu'il va juste arrêter ou il va essayer d'adapter son chemin? Ça va être, là, on entre dans le planificateur local. Donc, le planificateur local va voir un obstacle apparaître dans son chemin. Et là, le planificateur local, lui, voit ce que les leaders voient quelques mètres autour. Puis le planificateur local, comment il fonctionne, c'est qu'il essaye de maximiser l'atteinte de plusieurs objectifs. Donc, il essaye de suivre les buts du planificateur local. Il essaye de se déplacer. C'est un peu bête à dire, mais on le comment ça fonctionne, c'est mathématiquement
Chaque chose qu'il fait bien, ça le récompense, puis chaque chose qu'il fait moins bien, ça le pénalise. Donc, il est récompensé pour bouger pour que finalement, sa solution optimale, ce ne soit pas juste de rester sur place, de dire, ah, mais je suis sur mon trajet et je ne m'approche pas d'un obstacle, donc je vais rester ici. C'est une bonne solution. On le récompense pour avancer. Mais surtout, on le pénalise s'il frappe un obstacle. Et c'est là que si notre personne apparaît, l'engin va avoir une certaine marge de manœuvre de pouvoir s'écarter de son chemin tant qu'on reste dans la fenêtre d'opération du planificateur local pour continuer d'avancer sans percuter cet obstacle-là ou le mur. Si là, le planificateur local ne réussit pas à contourner, là, le véhicule va attendre. Et après un certain moment, là, c'est plus de la configuration d'opération du robot. Et Nogex, quand on travaillait, eux, ils parlaient à leurs clients, puis il y a mieux que l'engin fasse juste attendre en se disant, c'est une personne qui travaille, mais elle va se tasser de là. Mais sinon, on pourrait régénérer un trajet. Donc, on dit au planificateur global, ça ne passe pas, calcule-moi un autre itinéraire. Puis là, le planificateur global nous dit calcul en cours, puis après, il nous dit, OK, fais demi-tour, puis on passe par la rangée à côté, par exemple. Fait que tout ça pourrait se configurer, justement. Fait que là, dans le cas d'Inoject, tu dis leurs clients, ils préféraient souvent de dire, OK, on attend, mais sinon, ça se configure autrement. Parce que c'est ça, il y a l'aspect, qu'est-ce que l'engin est capable de faire au niveau de la robotique puis de la recherche, mais il y a tout le temps, là, c'est un engin qui est encombrant, qui opère avec des êtres humains. Donc, qu'est-ce que les gens sont confortables et que le véhicule attende un peu plus, ça vaut la peine par rapport à commencer par se faufiler par un autre itinéraire qui peut être qui, du point de vue d'un humain, a de l'air un peu plus ésotérique, je dirais. Même si, ça passe, donc je peux m'enligner là. Ouais, je comprends, comme tu mentionnais tantôt, avec la taille d'un char, avec des charges qui sont beaucoup plus hautes qu'un char, ça peut être stressant de voir ça arriver vers toi, même si lui sait ce qu'il fait, là. Puis je dis un char, le petit modèle, c'est un char, donc ça peut venir assez gros. OK, c'est juste le petit modèle, OK. Oui, c'est le petit modèle. Fait que là, je pense à quelque chose, pendant que tu me parles de ça. Est-ce que c'est possible qu'un entrepôt ait plusieurs de ces AGV autonomes-là en même temps qui doivent se compenser l'un à l'autre? Est-ce que c'était quelque chose qui était pris en compte ou c'était juste de dire, OK, on en a un puis genre les obstacles individuellement? Mon projet portait sur, il y en a un qui navigue dans son environnement. Par contre, je dirais dans les étapes futures et dans même d'autres domaines de recherche, c'est un enjeu de la gestion de flotte parce que ces véhicules-là opèrent typiquement en flotte. Il y en a qui vont être en train de se recharger, il y en a qui vont être en train d'aller chercher, je parlais tantôt de pièces. Donc, le cas typique, c'est d'avoir justement une flotte. Au même titre qu'un entrepôt va avoir plusieurs chariots élévateurs. On va avoir une flotte d'AGV qui doivent justement pas aussi toutes s'aligner dans le même chemin, puis c'est bloqué, puis là, les deux se regardent face à face, qui se dandinent un peu en attendant que l'autre se tasse. Là. Fait que ça, c'est un aspect peut-être pour des recherches futures ou pour du développement futur. C'est pas quelque chose sur lequel tu étais concentré. Exact. Moi, dans mon cas, j'avais un véhicule avec des obstacles qu'on dit non coopératifs, soit des obstacles que tu n'as pas d'interaction avec ton obstacle pour lui dire, OK, mais regarde, je m'en vais là, toi, tu t'en vas où? OK, parfait, on s'évite, puis on continue notre chemin. Maintenant, le troisième aspect de l'overview de ta maîtrise, il y avait la simulation et l'interface que je m'étais noté. Je ne sais pas si c'est le cas, j'ai l'impression que ça peut peut-être entrer un peu dans les méthodes que tu utilisais pour tester justement tes deux planificateurs, là, global puis local. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cet aspect-là? Oui, je dirais l'essentiel de mes tests ont été faits dans un environnement de simulation 3D je dirais, qui n'est pas tout à fait intégré dans ROS, mais qui est très proche, qui s'appelle Gazebo. Et dans le fond, c'est un simulateur physique qui je sais qu'il est très utilisé en robotique. Je ne peux pas dire si c'est utilisé ailleurs. Les graphismes sont très simples, donc il ne faut pas penser à un moteur Unity où tout est très beau. C'est des boîtes. Ouais, des hors-tools. Ouais. Par contre,
la physique des déplacements est bonne et il permet d'ajouter, par exemple, un laser virtuel qui va envoyer des rayons et nous retourner des distances. Donc, du point de vue du logiciel de navigation, c'est comme si on avait un vrai robot dans un vrai entrepôt. Et ça avait l'avantage on parlait, l'engin est assez volumineux, de le déplacer dans des trajets qui sont plus longs parce que, oui, j'avais accès au vrai véhicule chez Inoject. Par contre, l'entrepôt avait une taille plus limitée. Donc, tester une planification de trajet à grande échelle avec, par exemple, plusieurs rangées de tablettes, c'était pas réaliste de le faire sur le vrai véhicule. Non plus, je ne sais pas à quelle vitesse ça se déplace. Mais ça, justement, avec des longs, si c'est un entrepôt qui est moindrement un peu gros, ben, faire plusieurs tests à la vitesse que ça se déplace, ça doit être très time consuming. Oui, c'est quand même plusieurs mètres par seconde, mais ça reste que c'est effectivement long que l'on peut. Dans le simulateur, on peut se permettre d'enlever certaines barrières artificielles au niveau de la vitesse pour le faire aller un peu plus vite. Puis aussi, en toute honnêteté, au début, ça ne marche pas encore, donc c'est toujours pratique. C'est toujours plus le fun de entrer en collision avec un mur dans le simulateur qu'avec le vrai robot. Oui, effectivement, c'est mieux de l'avoir dans la simulation. 100% d'accord avec toi là-dessus. Excellent. Ben, fait, ça englobe un peu justement ce que je voulais voir là, en lien avec les trois points principaux de ton sujet de maîtrise. Maintenant, ensuite, les résultats en tant que tel. Où c'est toi que tu as terminé ta maîtrise? Qu'est-ce que tu as livré à Inoject comme projet? Ça ressemblait à quoi? Est-ce que tu avais réussi à atteindre les objectifs que tu t'étais donnés? Est-ce qu'il y avait des affaires que tu voulais faire que tu n'avais pas eu le temps de faire? Euh, des choses, je dirais, que je voulais faire que j'ai pas eu le temps. C'est dur à dire parce que c'est tout le temps, hey, OK, ça fonctionne, donc qu'est-ce qu'on fait après? Par contre, où j'ai amené le projet, ça a été que ce soit validé dans le simulateur dans un espace plus grand, chez Inoject dans un espace plus restreint. La planification globale fonctionne très bien, donc le trajet est logique et réalisable. La planification locale où j'ai arrêté, c'est que l'interaction entre la partie, je dirais, ROS qui roulait sur un ordinateur Linux embarqué dans le robot et la partie automatique industrielle, donc avec le contrôleur un peu plus bas niveau de sécurité à bord du véhicule, puis les capteurs de sécurité, créaient un peu une instabilité au niveau du planificateur local, surtout parce que le planificateur local, je disais qu'il est récompensé pour se déplacer, il est récompensé pour s'éloigner d'un obstacle, mais quand il est près d'un obstacle, il ne va pas ralentir, il se dit ça passe, je roule à ma vitesse maximale, tandis que sur le vrai robot, il y a les capteurs laser de sécurité qui détectent on est plus près d'un obstacle, donc on tombe en mode ralenti. Et ce qui arrivait, c'était un peu ça, c'est que quand on arrivait à proximité des obstacles, il y avait un peu une guerre entre la limite de vitesse qui changeait du point de vue du robot, qui ne changeait pas au niveau de la planification locale. Donc, ça créait une certaine hésitation. Donc, un peu l'étape future, c'était ça, c'était de mieux interagir avec le véhicule. Et ça, c'est quelque chose que j'ai complété, puis le véhicule est encore en développement un peu aussi. Donc, c'est un peu là-dessus qu'on s'est laissé, mais je dirais, c'était pas encore du clé en main, mais c'était du, j'aime bien ça dire du fine-tuning, là, mais du peaufinage pour que ce soit bien fluide sur le véhicule. Oui, c'est ça, malgré ce dernier point-là, je trouve que overall, c'est un projet qui est vraiment, OK, oui, peut-être pas clé en main, mais très facile à comprendre, très overall, très intéressant. OK, on a un véhicule qui déplace des charges, on doit le déplacer dans un parcours, on ajoute de l'orientation. C'est ça, si je remonte à plus grande échelle, la fin du projet, le résultat est que on a sur
sur l'écran d'ordinateur portable dans l'entrepôt, on a la carte de l'entrepôt, on voit le véhicule, on clique à quelque part, le véhicule, il va se tourner s'il y a besoin quand il y a encore de la place, puis après ça, il se rend à destination. Des fois, il va ralentir un peu, puis il va ralentir un peu parce qu'il est passé un peu proche d'une boîte, mais au final, il va atteindre sa destination, il ne sera pas bloqué, puis il n'aura rien frappé en chemin. Donc, là, je dirais la conclusion, ça reste que ça marche. Oui, ouais, c'est vraiment génial. Moi, sur ça, j'avais rien d'autre, j'avais pas d'autres questions pour toi. Est-ce qu'il y avait des trucs que tu aurais aimé parler qu'on n'avait pas eu l'occasion? Non, pas vraiment. Je pense on a bien fait le tour. Je rajouterais un peu aussi dans les projets futurs, il y aurait, comme là, on parlait de navigation libre, on parlait d'humain, aussi que, et ça, je sais qu'Inoject travaille dessus et je pense que si ça ne fonctionne pas déjà, c'est près de, justement, passer, je dirais, entre la navigation plus classique où l'engin va vraiment suivre une route parce que des fois, on sait que dans un entrepôt, il va y avoir des règles de santé et sécurité qui disent que les véhicules motorisés doivent circuler dans ce corridor-là. Donc, dans le fond, le meilleur des deux mondes, on se déplace dans un corridor, puis quand on arrive dans l'aire de tablette, ben, on quitte le corridor et on fait notre chemin de manière autonome jusqu'à l'endroit où on doit aller chercher notre palette. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'en vient. Je trouve intéressant aussi dans un peu cet échange-là, homme-machine, comment tout le monde peut cohabiter et aller chercher le meilleur de tout le monde. C'est ça, il y a un peu plus le côté hybride là, dans ce que tu amènes pour le futur, là, de ce que tu parles. Exactement. Ben, ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta présence, Cédric. C'était vraiment intéressant, là, comme on l'a dit plusieurs fois. Merci beaucoup aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine!